coopérer, qui est la valeur fondamentale, on parle de coopération intercommunale, c'est sans doute la dimension la plus aboutie, la plus exigeante de la démocratie. On sort de siècles d'ignorance, de chacun pour soi, alors qu'en réalité, la coopération est une valeur forte. Et je dis souvent que les valeurs de l'interco, c'est les valeurs de la République appliquées au territoire. C'est la liberté communale, nous y croyons en France, ça a du sens. Régulée par l'égalité, et pas que pour le 8 mai et le 11 novembre, et transcendée par la fraternité. Au fond, l'intelligence de la fraternité. Et avec des principes de subsidiarité qui auraient dû nous porter depuis beaucoup plus longtemps. Dans une démarche originale, nous n'avons pas fusionné les communes, mais créé ce couple commune-communauté, basé sur le principe de subsidiarité, de faire ensemble à l'échelle communautaire que les villages ne peuvent pas faire seuls ou que les communes ne peuvent pas faire seules. D'une certaine manière, l'intercommunalité, ce n'est pas contre la commune, c'est permettre aux communes de subsister, d'exister dans un espace qui est le leur. C'est aussi le principe de solidarité. Moi, je suis élu d'une région mulhusienne, je peux vous dire que parfois ça me gonfle à un point inimaginable de voir comment la fracture territoriale peut exister dans un territoire, comment des villes riches côtoient des villes pauvres, et comment l'intercommunalité doit jouer ce rôle de péréquateur de solidarité. Il reste un bémol, et c'est la transition que je voudrais faire avec la question démocratique qui nous rassemble ce soir. Vous savez, il y a une sorte de mouvement comme de métropolisation, de mondialisation, big is beautiful. Plus c'est grand, plus c'est efficace. Les Allemands ont démontré qu'il y a des petits Länder qui sont beaucoup plus efficaces. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils commencent à réfléchir sur quelle est l'organisation des pouvoirs locaux où l'argent, l'euro dépensé est un euro utile. C'est comme la première question que nos législateurs devraient se poser. Quand je vois comment on a construit les régions, honnêtement, Gérard, c'est une réforme technocratique, indigne de la gauche à l'époque, indigne. De dire un jour dans un bureau chez Hollande qu'il faut que la région chez nous, l'Alsace devient le Grand Est, un truc pas possible. Alors qu'en réalité, la question c'est comment utiliser mieux possible l'argent public, éviter les doublons, comment organiser des pouvoirs locaux qui correspondent au vécu des habitants. Ça a du sens, l'identité des habitants, à leur territoire vécu, à leur bassin de vie, à leur région, ça a du sens. Laissons pas ça aux autonomistes et aux populistes, ça a du sens. Le fait qu'on ait besoin de plus de pouvoir d'agir au niveau local que de grandes étendues, on n'a pas les sous pour le faire. Et puis la dernière question, qui va décider dans ces grands ensembles ? Le président et le cabinet. Et comme le président se balade souvent pour les chrysanthèmes, c'est le directeur général des services, c'est l'administration, c'est la technocratie qui va prendre le pouvoir. Donc je crois qu'on aurait pu imaginer une sorte de référentiel de réflexion pour que l'organisation des pouvoirs locaux sorte des conservatismes, sorte des présidents de départements, de régions qui restent accrochés à leur pouvoir. Je commence à m'emballer, donc je vais rester serein. Un mot d'où je parle, c'est pas important, mais d'où je parle, pour comment expliquer cette démarche, comment expliquer cette dimension de conversion, en fait, de l'agir public différemment qu'avant. Je suis maire d'une commune de 13 000 habitants, beaucoup plus modeste que Marmande, périurbaine, et c'est compliqué. Nous avons été élus en 89, et on a travaillé depuis 89 sur 3 dimensions qui nous paraissent essentielles. C'est une ville qui ne se visite pas, il n'y a pas de château, il n'y a pas de vignoble, il n'y a pas de musée. C'est donc une ville le Paris, c'est une ville qui se vit. Et une ville qui se vit, c'est l'enfant au cœur du projet, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est les solidarités, c'est la dimension humaine. Ça, c'est le premier axe important. On n'a pas forcément des trottoirs toujours bien réparés partout, on essaie de faire en sorte que, mais la dimension humaine est fondamentale. Évidemment, c'est plus coûteux en fonctionnement, mais c'est tellement important dans une ville, dans une vie aujourd'hui, dans une société qui a besoin de liens sociaux, qui a besoin d'éducation, de culture. Deuxième axe, c'est évidemment la transition écologique. Il se trouve que dans mon parcours d'intercommunalité, j'ai conservé la responsabilité de la transition écologique et énergétique et j'ai lancé un des premiers plans climat air énergie territoriale au niveau d'une agglomération, et c'est au niveau de l'agglomération que ça se fait. Et au niveau communal, on essaie de décliner sur les compétences qui sont les nôtres, comment on peut réussir cette transition écologique entre nous, qui est de l'impératif catégorique. Vous le voyez bien aujourd'hui. Regardez les dernières analyses de GIEC, c'est absolument scandaleux qu'on ne se bouge pas davantage. C'est absolument scandaleux. Parce que je pense qu'on est déjà en train de dépasser les 2 degrés, contrairement à ce qu'on pense, et qu'on est déjà en train de permettre de donner à nos enfants et nos petits-enfants des étés à 50 degrés de chaleur, et que l'immigration qu'on voit aujourd'hui, c'est du pipi de chat à côté de ce qui va se passer avec la crise climatique. Donc il faut qu'on ait, nous les élus, le courage politique
d'avoir cette vision d'anticipation et de trouver l'occasion et les moyens de faire en sorte, par la transition démocratique aussi, parce que dans la transition démocratique, il y a l'engagement de chacun, c'est Pierre Rabhi, chacun prend sa part pour réussir cette transition. Et donc, la troisième dimension, évidemment, c'est comment passer d'une période où on a fait pour les habitants et qui ne peut produire que de l'assistanat civique, à une période, une démarche où on fait avec les habitants, et dans des considérations d'ingénierie démocratique, d'exigences démocratiques, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Il se trouve que, je l'ai expliqué, j'étais militant de l'intercommunalité. Quand j'arrêterai la politique dans 1 an et demi, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir, en 2004, mis à l'ordre du jour d'une petite communauté de communes de bassin potassique, heureux d'être ensemble, 12 communes, liées à la reconversion d'un territoire industriel, économique, environnemental. Et en 2004, je me souviens, très discrètement, j'avais dit, écoutez, on a réussi avec les contrats de plan, avec les fonds européens, avec l'entreprise minière chimique, à reconvertir ce territoire. On n'a pas les moyens de créer des services, sinon de faire de la fiscalité. Parallèlement, Mulhouse était seule, isolée. Une Mulhouse, la ville, 100 000 habitants et 4 communes suburbaines pour être à 120 000. C'était un scandale. Autour, la communauté commune des collines, riche. La bande de Rhénane, riche d'industrie. Et nous, le bassin potassique, en train de compter les sous, et Mulhouse aussi. Et on a décidé de nous saborder, entre guillemets, volontairement, au bout de 2 ans de travail, pour renforcer l'agglomération et pour mettre des services publics de qualité à l'ensemble des habitants. On aurait pu faire le choisir de la facilité, je serais encore président de la communauté des communes, sans doute, mais quel est le rôle de l'élu aujourd'hui? Est-ce que c'est son plan de carrière ou est-ce que c'est de favoriser des services publics de qualité, des investissements qu'on a pu faire ensemble? Et c'est une très très belle période. Aujourd'hui, on a retravaillé, on pourra peut-être dans le débat dire comment on a remis de la démocratie dans le processus de décision de l'intercommunalité qui réunit maintenant 275 000 habitants sur un territoire vécu par les habitants. 275 000. Et donc, on devrait bien se poser la question, plus c'est étendu, plus il faut travailler sur le processus de participation. Et ça, c'est fondamental. Qui décide? Comment on décide? Comment éviter le décalage entre les élus communautaires, les élus municipaux? Comment les maires de village peuvent se représenter dans les commissions? Comment inverser le bureau exécutif pour devenir un comité d'impulsion? Comment associer l'ensemble des élus municipaux, communautaires, du conseil de développement et des citoyens au processus de décision sur des enjeux majeurs? Les intercos aujourd'hui, ton budget, c'était 70 millions, 80 millions. La ville, 35 millions. Donc c'est là que ça se passe. C'est dans les intercos que ça va se passer, avec évidemment ce qui doit continuer à être vécu au niveau des communes. Il se trouve que j'ai été un des militants du Conseil d'Alsace unique. C'est un référendum qui a eu lieu il y a 3 ans. J'étais le seul socialiste passant au-delà du clivage politique, parce qu'il y a des sujets qui doivent passer au-delà des clivages politiques. Et j'ai considéré que faire un Conseil d'Alsace unique en rassemblant les 2 départements, jouables en Alsace, c'était la solution. C'est-à-dire passer d'une organisation en 3 niveaux, où les gens ne connaissent rien du tout, avec des cibles à côté, à 2 niveaux. C'est-à-dire le couple commune-communauté, parce que je considère que c'est un niveau complémentaire, et la région. Et on donnait au niveau régional ce qu'au niveau local, on ne pouvait pas assumer. Voilà. On a perdu pour des stratégies défensives, évidemment de présidents de conseils départementaux qui considéraient d'ailleurs que leur intérêt personnel primait sur l'intérêt général. Pour moi, c'est une grande déception. Et malheureusement, si on avait réussi ça, on n'aurait pas la réforme des régions, des grandes régions aujourd'hui. Je pense que plein de présidents de régions, de gauche d'ailleurs, attendaient le suffrage positif en Alsace pour appliquer cette démarche-là. D'ailleurs, quand Pierre Mauroy, Balladur, ils étaient tous d'accord sur les commissions, sur l'interco, oui, le niveau région-interco, c'est le couple région-interco. Voilà. Donc simplement pour vous dire mon engagement, et c'est dans cet engagement-là que progressivement j'ai changé de regard. Ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'aurais pas dit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais programmé comme beaucoup de jeunes, un peu les dents qui raclaient le plancher, en carrière, je me retrouvais dans une ville qui vote à droite très majoritairement comme élu socialiste à la tête d'une municipalité, en gagnant tous les mandats au premier tour, très facilement, en étant conseiller général de canton de droite, dans une région de droite. Enfin bref, je suis arrivé avec conseil régional, conseil départemental, président de la communauté commune, et puis sans doute la perspective des députations. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que je me suis donné le luxe, de voyager souvent, pas loin,
mais de voyager, de faire des allers-retours entre le temps de la pensée et le temps de l'action. On dit souvent, les politiques, on est dans l'occupationnel, on laisse la réflexion aux techniciens, et on vit malheureusement des déficits de sens, de réflexion, de pensée. Et cet élément m'a beaucoup aidé. Évidemment, ma référence, ce n'était pas la production de Ruud Solferino. Il y a plus de pensée, d'ailleurs, comme dans les partis politiques, sont des opérations de conquête de pouvoir. Eh bien, pour moi, la référence, c'est Hannah Arendt, c'est Emmanuel Mounier, c'est Lévinas, c'est Paul Ricoeur, désolé. Mais ça m'a donné un aperçu complètement différent sur la philosophe d'Hannah Arendt, sur la philosophe de la responsabilité. En fait, je dirais tout à l'heure, la politique, c'est l'affaire de tous. La démocratie, c'est l'affaire de tous. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, je me suis donné aussi, et ça c'est très compliqué, des temps de silence. Il se trouve qu'en Saône-et-Loire, il y a un Carmel, qui est ouvert d'ailleurs aux croyants, pas croyants, peu importe, mais se poser. La première fois que je l'ai fait, j'ai failli téléphoner à l'Olympus en disant « je rentre à la maison ». Parce que se poser, faire silence, se regarder dans la glace, faire révision de vie, c'est absolument anxiogène. Notamment pour des politiques, entre nous, qui sommes plutôt dans l'occupationnel, on gère, on surchauffe l'agenda comme si on était dans une fuite en avant permanente, comme si on oubliait en fait la condition humaine de la finitude. Eh bien, quand on assume ça, pour moi c'est fondamental, quand on assume ça, quand on n'est finalement que de passage, alors on apprend très vite qu'on est propriétaire, on n'est absolument pas propriétaire de ce qu'on fait. Et ça donne un espace de liberté, de distance par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on fait, qui est fantastique. Certains parleront de spiritualité, je pense qu'il y a une démarche spirituelle, qui notamment se traduit par ce travail qu'on doit faire sur nous. Je crois en aucune façon que demain, on va changer de paradigme démocratique avec des maires ubu-rois. Il faut qu'on fasse un travail sur soi. Ce travail, il est de l'ordre spirituel. Je pense que c'est un combat permanent entre l'ego et le service. Est-ce que quand je me lève, je suis dans l'ego ou je suis dans le service? Est-ce que je suis dans Eros, la vie, ou dans Thanatos, la mort? Est-ce que je suis, pour reprendre Simone Veil, dans la pesanteur ou la grâce? Et ça, c'est des choix qui sont les nôtres. Et je pense que la condition sine qua non pour rentrer en transition démocratique, c'est ce travail sur soi-même. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais, mais je dirais combien ça fait partie de l'impensée démocratique. Ça ne partira que de ça. C'est pour ça que j'ai longtemps prévu de faire des fabriques de transition démocratique. Quand on aura les moyens, on le fera dans les régions. On travaillera plus sur le sens, sur la gouvernance, sur les transformations collectives et personnelles que sur les programmes. Les programmes, on connaît, les budgets, on connaît, les frustrations budgétaires, on connaît. Mais ce qui me paraît important, c'est quelle valeur donner aujourd'hui à la politique, qui est tellement décriée, tellement discréditée. Comment travailler une condition différente d'un rapport à pouvoir différent, d'un rapport plus modeste, plus humble au pouvoir. La deuxième chose importante pour entrer dans cette transition, c'est avoir le courage de discerner notre propre pratique. Premier mandat, on a fait beaucoup de choses parce que le maire précédent n'a pas fait beaucoup de choses et c'est son choix. Je ne critique même pas, c'est comme ça. Il fallait faire le moins d'impôts possible. Je crois qu'il y avait aussi peu d'impôts qu'à Neuilly. À 3% de taxes d'habitation, il n'y avait pas de budget. J'avais 40 000 francs d'autofinancement. Donc j'ai augmenté les impôts de 50% et j'ai été réélu à 68%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Là, les gens savent que l'argent est utilisé, qu'on a fait des choses. Et ce premier mandat, on a bossé comme des tarés et on a oublié un peu les citoyens. Ça n'a pas empêché d'être élu brillamment. Mais le problème de la démocratie construction dont je parlais de quelques instants, ça ne doit surtout pas être un argument électoral. Sinon, on va se planter. C'est surtout une éthique, c'est surtout une façon de changer les choses avec les gens. Et donc, ce discernement, par exemple, premier mandat, j'avais quelques plaisirs à faire des réunions de quartier classiques. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ça permet aux gens de dire ce qui ne va pas. Mais regardez ce qu'ils disent en gros. C'est les crottes de chien, c'est la circulation, c'est les gendarmes couchés, c'est les problèmes de voisinage, comme s'ils s'auto-censuraient et laissaient aux élus les questions structurantes. Et je me dis, tu ne peux pas rester sur ce schéma-là. Tu ne peux pas, avec tes adjoints, tes collaborateurs, être dans une relation fournisseur-client, magicien-consommateur. Il faut que tu sortes de ça, parce que ça va nous tuer. Et ça va créer les conditions, d'ailleurs, de l'anesthésie démocratique et de la paresse démocratique. De favoriser le consumérisme électoral, il n'y a pas pire, puisque finalement, les gens ne seront jamais assez contents par rapport à ce qu'on peut faire. Et donc, j'ai considéré que c'est absolument pas en phase avec l'idée que je me fais désormais de l'engagement politique, de l'engagement démocratique.
c'est de faire en sorte de nos territoires des espaces de co-responsabilité. Nous avons de l'intelligence chacun de nous, chaque être humain est capable de citoyenneté. On ne naît pas citoyen, on le devient. C'est notre rôle de préparer, de favoriser, d'accompagner ce cheminement entre l'individu qui existe, la singularité, et le citoyen, c'est-à-dire porteur d'universalité. Et c'est ce chemin-là de transformation qui me paraît essentiel. Puis la troisième chose, j'ai eu le temps de lire un peu l'actualité. Moi qui étais quand même biberonné Parti socialiste dans les années 76, j'ai adhéré au Parti socialiste. On voulait changer la vie nous a carrément changé. Il n'y a plus de pensée. Depuis 1983, lors de tournant, il n'y a plus de pensée. C'est des stratégies de pouvoir. C'est les mecs qui sont dans la politique depuis le début jusqu'à la fin. C'est les technocrates qui arrivent, c'est de l'ENA et ailleurs. Et il n'y a plus de place pour la militance, pour l'engagement des intéressés. Voilà. Et donc, j'ai bien vu les limites. Au-delà de la droite, de la gauche, ce n'était pas mon problème. C'est que j'ai vu les limites de la démocratie électorale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les élections. Il y en a mis des siècles pour que les femmes et les hommes puissent voter. Donc on ne va pas. Mais aujourd'hui, celles et ceux en haut lieu, les grands ambitieux qui se présentent, ils sont en train de squatter l'espace public avec les mêmes ingrédients que le marketing commercial. La séduction pour gagner, mais la séduction à tel point qu'on ne puisse pas tenir les promesses données, et donc c'est le désenchantement. La caricature, en particulier par les extrêmes, plus c'est simple, plus ça marche, et j'ai honte que des gens puissent nous raconter des bêtises et faire croire que les décisions sont simplistes. Tous les maires ici savent qu'il n'y a pas une décision qui ne soit pas complexe. Et c'est mentir aux gens que de dire que les choses sont simplistes. Et la caricature, ça marche, et malheureusement ça marche le plus souvent avec les gens les plus modestes, ceux qui crèvent la dalle, qui ont des fins de mois difficiles, qui ont tendance de dire puisque vous n'êtes pas là, eh bien je pense à eux, puis peut-être on n'y croit pas, mais on va essayer. Mais à force d'essayer un jour, on va se retrouver avec des populistes au pouvoir. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est la posture. Je l'ai connue, je le dis honnêtement, la posture politique, c'est de chercher les arguments pour s'opposer plutôt que de chercher à parler vrai. J'étais longtemps un peu l'opposant du président du Conseil général. Je trouve que j'avais un peu d'enthousiasme, un peu de charisme. La presse était là. Et donc, moi, j'étais dans la jouissance de la posture. Et bien, la posture, c'est exactement le discrédit. Parce que les gens se disent, finalement, ils sont tous pareils. Majorité, opposition. Ce qu'ils veulent, c'est soit garder le pouvoir, soit le conquérir. Et donc, à partir de là, progressivement, eh bien, on a changé de fusil d'épaule. J'ai eu un autre regard sur la vie politique. Et donc, vous comprendrez que je parlerai aujourd'hui moins de politique. D'ailleurs, dès que vous parlez ce mot politique, ça fait fuir les gens. Je parlerai moins de politique que de démocratie. Et d'ailleurs, si on veut que la politique ne soit pas l'affaire de quelques-uns, il faut précisément que la démocratie soit l'affaire de tous. C'est un enjeu absolument majeur. Je vais vous parler davantage de démocratie construction que de démocratie participative. Pour une première raison, c'est que c'est un thème aujourd'hui très souvent galvaudé, un peu tarte à la crème, souvent prise comme une stratégie de communication, et qui constitue souvent la petite cerise sur le gâteau qui fait partie du bilan d'un maire ou d'une équipe municipale. En réalité, la démocratie construction, pour moi, c'est la levure qui fait grandir la pâte. C'est ça qui fait grandir la pâte, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Et puis la démocratie construction, pour moi, c'est plus exigeant, plus inclusive que la participation. Participation, on peut dire, au fond, on donne à nos à ronger un conseil citoyen et puis on se démerde quand même pour nos décisions. La construction, c'est qu'on est au cœur du processus. C'est un cheminement partagé. Et j'aime dire démocratie construction, elle est exigence dans la mesure où, je le dis souvent, il n'y a pas plus difficile que de prendre une décision. Et c'est l'honneur du politique que de toujours être dans la décision. C'est lui qui prend la décision in fine. Et prendre une décision, c'est une part de renoncement. Et j'aime à dire que la démocratie, c'est une épreuve démocratique. Et à laquelle il faut associer les citoyens, parce que finalement, nous sommes amenés à décider. Et je n'oppose pas ces deux phases essentielles entre la phase décisionnaire qui nous appartient, mais qui est autant plus intelligente qu'elle s'appuie sur la phase décisive de débat, de concertation, de co-construction. Donc je n'opposerai jamais la démocratie construction et la démocratie de représentation. Contrairement à un certain nombre de militants, de commissions citoyennes, qui sont un peu les clubs maîtres de la démocratie, qui sont à côté des trucs, mais qui ne prendront pas les responsabilités. Et donc tout cela pour dire, dans mes propos d'introductif, que la démocratie construction, ça n'a rien à voir avec la démocratie directe, ça n'a rien à voir avec la démagogie, ça n'a rien à voir avec l'addition des envies ou l'addition des intérêts particuliers. C'est au fond comment construire des compromis dynamiques
compromis dynamiques, qui ne sont pas des consensus mous, qui se font dans l'entre-soi de quelques grands élus. Comment travailler à des espaces de co-responsabilité. Nous avons construit, nous avons amené depuis des années à des boulevards d'à-responsabilité. Finalement, si t'es bon, je te garde, si t'es pas mauvais, je te jette. On est sur des logiques d'alternance et jamais d'alternative, parce qu'on favorise des boulevards d'à-responsabilité quand il faut construire ensemble des chemins d'espérance. C'est des mots qui parlent aux gens, ça, des chemins d'espérance. Et c'est en labourant avec eux. Et donc, j'ai répondu à votre invitation ce soir en tant qu'homme libre, et je me sens bien libre. Évidemment, j'ai quitté le PS comme j'aurais quitté tout autre parti politique. Je reste évidemment un militant de la transformation démocratique, de la transition démocratique. Et à la question de savoir est-ce qu'il faut garder le monde tel qu'il est, l'histoire telle qu'elle avance, la réponse est non. Et donc je serai toujours parmi celles et ceux qui innoveront pour donner plus de fraternité, construire plus de fraternité à notre société. Appelez ça de gauche ou pas de gauche, je m'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des acteurs de transformation. Et donc je suis davantage intéressé par les valeurs métapolitiques que le champ politico-politique. Ça m'intéresse très peu. Je suis davantage concerné par le concret du possible, plutôt que par les promesses qu'on ne peut pas tenir. Et j'ai la conviction, avec vous sans doute partagée, que le rôle de l'élu aujourd'hui, surtout au niveau local, mais aussi plus largement, c'est pas d'abord de se positionner sur l'axe horizontal de la gauche, la droite ou du centre, c'est de tirer vers l'avant et tirer vers le haut. Ça rejoint ce que je crois, c'est d'abord une éthique de l'action publique. Comment un élu responsable cherche à tirer vers l'avant et tirer vers le haut. De la même façon, je pense que ce qui est essentiel, c'est pas tellement de chercher à cliver, à s'opposer dans l'entre-soi des élus, ça fait toujours bien, regardez l'Assemblée nationale, mais de réduire le fossé qui ne cesse de se creuser entre le haut et le bas, entre les représentants et les représentés. Et donc, pour moi, c'est important. Une des causes du populisme, c'est que vous avez quelques-uns qui décident, les oligarques, en haut, et qui laissent cantonner au yaka faucon celles et ceux qui sont en bas et qui ne sont jamais associés à l'épreuve démocratique. Et ça, c'est sans doute une des marques les plus importantes, une des causes les plus essentielles de l'anesthésie politique, de la crise démocratique qui est aujourd'hui. Je pense qu'il y a 3 objectifs majeurs, d'enjeux majeurs, sur lesquels j'insiste et je me balade un peu partout pour le dire. 1, c'est par la démocratie construction qu'on réenchantera la démocratie de représentation. Il ne s'agit pas de s'opposer à la démocratie de représentation, il y aura toujours des représentants, qu'ils soient élus ou peut-être un jour certains tirés au sort, il y aura toujours une démocratie de représentation. Mais pour redonner du sens à la représentation, il faut associer les habitants, il faut arrêter de les prendre pour des idiots, il faut les prendre au sérieux, il faut arrêter de penser à les draguer que pour les élections et les oublier dans l'intervalle des élections. Voilà, juste les électeurs consommateurs pour les élections, puis on oublie les citoyens dans l'intervalle des élections. Deuxièmement, je pense qu'associer les citoyens, mais pas seulement les citoyens, les experts, toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise, c'est l'intelligence collective. Et l'intelligence, elle est plus intelligente quand elle est collective. On décide mieux ensemble. Et troisième élément, je pense que dans cette crise, montée en puissance de l'individualisme privé, cette démarche-là a pour vocation d'épanouir la citoyenneté, c'est-à-dire un individu partie prenante du bien commun. Il faut qu'on arrive dans cette démarche-là, réussir ces transitions entre l'individu et le citoyen. D'ailleurs, quand je parle d'individualisme, regardez la principale victoire de l'idéologie plus que dogmatique, ultralibérale, ce n'est pas seulement les inégalités, criantes, inacceptables. C'est aussi la marchandisation des consciences. L'argent est tombé dans la tête, c'est dedans. Et j'ai noté cette phrase de Thatcher, comme le grand tournant de libéralisme, et il disait « l'économie est la méthode, l'objectif, c'est de changer le cœur et l'âme ». Et donc, il y a quasiment un tournant anthropologique dans la relation même à l'homme aujourd'hui. Et donc, pour moi, la démocratie prend une dimension évidemment beaucoup plus large que ce qu'on en entend. Ce que Pierre Rosanvallon appelle la démocratie régime, elle est fondamentale, il y a des institutions, il y a des votes, il y a des circuits de décision, c'est important. Mais regardez, ça fonctionne, ça se vit, il y a des institutions, ça fonctionne. Hollande souvent se cachait derrière les institutions, mais ça n'empêche pas que l'abstention est aujourd'hui, c'est le premier parti de France, que les populismes se développent, et donc il y a un problème. Et il faut donc travailler sur la démocratie-société, c'est-à-dire reconnaître, comme Hannah Arendt,
que la démocratie, c'est plus que ça. C'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc c'est l'affaire de tous. C'est dans nos couples, c'est dans nos familles. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de hors sol, confié à quelques spécialistes, c'est l'affaire de tous. Deuxièmement, la démocratie, on l'a compris aujourd'hui, ne peut pas se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ans, à quelques consultations, à donner un avis, à la délégation de pouvoir permanente. Pour une raison simple, au-delà même des élections récentes l'ont montré, beaucoup d'entre nous avons voté Macron pour ne pas voter Le Pen. Mais Macron n'a pas toute... la chose est complexe. Tout le monde n'a pas voté pour tous les projets de Macron. Donc il est important que dans l'intervalle des élections, on puisse mettre sur la table des sujets qui doivent faire l'objet d'un approfondissement démocratique. Et c'est l'importance donc de la démocratie construction qui doit être continue, réelle, effective, tout au long du mandat et pas seulement une fois tous les 5 ou 6 ans. D'autant plus que, regardez bien, la légitimité d'une décision, elle est moins en moins celle de qui la prend, de comment elle est prise. Regardez Notre-Dame-des-Landes, mais aussi d'autres projets. Aujourd'hui, c'est le processus qui veut donner la légitimité. Et à propos de légitimité, regardez notre légitimité électorale. Moi, quand j'étais conseiller général, j'ai regardé, j'étais élu par 25-30% des électeurs inscrits. Quelle était ma légitimité par rapport à ça? Moi, le président du conseil général du Haut-Rhin a bloqué le conseil d'Alsace unique avec une représentativité de 25% des électeurs. Et comme c'est un mec intelligent, il a trouvé les électeurs pour le faire, les personnes âgées qui votent, du géranium, un peu de police municipale, un zeste de sécurité, et puis avec ça, on décide de casser une institution. Voilà, donc je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui que la légitimité, bien sûr, elle est électorale, ne pas la mettre, mais elle est de moins en moins évidente. Et il y a 3 autres formes de légitimité que je veux développer avant d'arriver sur l'écosystème qu'on a mis en place dans notre commune. C'est la légitimité par les résultats. Là, pareil, regardez combien de décalage entre les promesses et ce qui est fait sur le terrain. Autre légitimité, c'est celle du symbole. Comment il y a des images qui frappent les gens aujourd'hui, notamment les braves gens, ils n'en peuvent plus, ça, de voir des trucs, des coupées de ruban avec 36 élus notables. Tout ça, il y a du symbole. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et puis, il y a la légitimité par le processus. C'est-à-dire que quand on considère qu'un projet mérite qu'il fasse l'objet d'une séquence démocratique aboutie, avec une information à tous ceux qui sont concernés, avec un débat instituant de la séquence, avec un outil adapté et avec des propositions qui seront faites au conseil municipal ou à l'assemblée délibérative, et pour montrer qu'il y a un impact réel entre cette phase décisive et la phase décisionnaire, eh bien, on a compris que cette légitimité sera plus forte que toutes les autres. Et donc, dernier élément, je pense que d'une certaine manière, nous sommes encore des analphabètes de la démocratie. L'alphabet démocratique, c'est la lettre E des élections, la lettre D de descendants et la lettre P de posture. Et très souvent, regardez les décisions qui se prennent à l'Assemblée nationale, plus haut niveau. C'est souvent soit par l'affect, soit par la posture politicienne, soit par l'étiquette, soit par le technocrate, soit par le rapport de force, soit par l'affrontement systématique, rarement par un processus interactif d'intelligence collective. Et c'est cela qu'il faut changer. Et à défaut de ça, on voit bien notre incapacité globalement en France à appréhender le monde tel qu'il est, le réel dont parlait Jean Jaurès, à regarder les problèmes tels qu'ils sont, à partager une vision d'intérêt général. Tout le cheminement est là. Et voilà pourquoi il nous faut travailler, et c'est le cœur de mon propos, à une transition entre ce que Dominique Schnapper, le sociologue, appelle la démocratie providentielle et ce que j'appelle la démocratie construction. La démocratie providentielle, en gros, c'est « dormez braves gens, on fait à votre place ». C'est en gros le discours des candidats présidentiels, j'entends que les mecs, tranquille quoi, on vous promet, tranquille. Puis ça veut dire aussi « votez et taisez-vous ». Votez et taisez-vous. C'est aussi une démocratie essentiellement descendante, essentiellement partisane, essentiellement infantilisante, passive, une relation fournisseur-client. Elle est rarement transformatrice. Elle ne met pas le mouvement de transformation en jeu. Elle s'adresse à l'individu consommateur et pas au citoyen. La démocratie construction, pour moi, elle est d'abord celle qui prend en compte pas seulement l'électeur, mais le citoyen pendant tout le mandat, dans l'intervalle des élections. Elle est transformatrice, dans ce sens où, lorsqu'on chemine ensemble pour prendre une décision, il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on a un autre regard sur la vie politique, qu'on gagne en intérêt général. Elle interpelle le citoyen et puis surtout,
pour moi, il y a un maître mot, elle est exigence. Regardez le discours d'exigence que nous avons avec nos enfants pour réussir l'école. Regardez le discours d'exigence qu'ont les patrons par rapport aux ouvriers. Regardez l'exigence qu'on a par rapport à l'équipe de foot pour qu'elle gagne la Coupe du Monde. Ben, on ne serait pas exigeants, nous, avec celles et ceux qui représentent la nation, qui représentent les communes, qui représentent pour être dans une capacité de décider d'une manière décente. Et donc cette exigence, pour moi, elle prend 3 formes. Il faut que la démocratie soit interactive, il faut organiser régulièrement des rendez-vous construits, réguliers, intelligents, entre représentants et représentés, pendant tout le mandat. Il faut que la démocratie soit interactive. Deuxièmement, je revendique les propos, il faut que la démocratie soit lente. Je plaide pour une slow démocratie. Parce que quand vous voyez qu'un pet de travers entraîne le déplacement du ministre, le cabinet, ça coûte les yeux de la tête, les mecs ils reviennent, ils votent une loi, ils font des décrets qui ne sont jamais appliqués, c'est juste triste. Moi je suis triste pour les élus, les ministres de la République. Donc il faut accepter l'idée qu'une démocratie, ça n'a rien à voir avec la réactivité des politiques qu'on doit mener. Nous on est super réactifs, on est organisé dans nos communes pour que le service public soit réactif. Mais pour la lenteur, ça veut dire accepter qu'un sujet est complexe, que c'est l'altérité, c'est-à-dire on n'est pas pour notre pomme, mais pour les autres, y compris pour ceux qui sont à naître, qui sont déjà aujourd'hui nos frères, et puis il nécessite la maturation. Il y a un temps de maturation. Moi, je suis un cycliste, j'étais athlète à l'époque, mais quand j'ai un problème de compréhension, il me faut 2 nuits et 3 sorties de vélo. Et là, les synapses se font, c'est pareil pour les trucs. Et quand on fait un conseil participatif, ça dure 18 mois. Mais dans l'intervalle des réunions, il y a la maturation, il y a les compromis qui peuvent se construire. C'est que tout d'un coup, le coup de génie qui arrive parce qu'il y a eu cette maturation qui se fait. Donc la démocratie, pour moi, elle doit être un temps de maturation. Troisième élément, il faut que la démocratie, il faut qu'elle soit édifiante. Comment, dans le processus de décision, on favorise le passage du je au nous. Quand les gens viennent en réunion, ils viennent avec leur singularité, il faut la reconnaître. Mais au bout du compte, ce n'est pas l'addition de singularités qui fait une décision. Comment on peut faire ce travail de passage du je au nous? Comment on peut passer du cas particulier qui est important, mais ce n'est pas l'addition des cas particuliers que faut une politique, vers l'intérêt général? Comment on peut passer de l'immédiateté de la demande à la nécessité du long terme, qui est souvent l'apanage de la politique? Eh bien, quand on travaille là-dessus, eh bien, l'élu, il ne fera plus pour les habitants, il fera avec eux. Il ne sera plus dans le face-à-face infantilisant, mais dans un côte-à-côte coproductif. Il ne sera plus dans le tout ou rien qui ne fonctionne nulle part. Quand on nous dit c'est tout ou rien, non, c'est le plus ou moins à construire avec beaucoup d'humilité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, et j'arrive aux choses très concrètes, que nous avons construit, work in progress, progressivement, un écosystème qui permet, dont nous voulons qu'il développe les 3 fonctions essentielles de la démocratie, celle de la délibération, retrouver le sens du débat, celle de la co-élaboration, de la co-construction, qui est absolument déficiente dans notre pays. On ne sait pas co-construire ensemble. Et puis celle, troisièmement, de l'implication. C'est plus que la décision. Souvent, je dis que, pour moi, la 3e fonction démocratique, c'est l'engagement. C'est l'engagement du conseil municipal qui décide d'un certain nombre de choses. C'est l'engagement de l'individu qui va prendre plus de sobriété par rapport au plan climat. C'est l'engagement des associations. C'est l'engagement des organisations. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parle du pacte civique. Et donc, 3 fonctions. Apprendre à délibérer, à débattre. Apprendre à co-construire ensemble. Apprendre à s'engager. Il y a, dans ce parcours, 6 balises qui nous ont conduits, qui nous ont éclairés. Je le dis avec le recul, comme un récit. La première balise, c'est d'abord un état d'esprit. Pierre Mendès France disait que la démocratie est un état d'esprit. Eh bien, cet état d'esprit, je pense que la première responsabilité que nous, avant même de créer les conditions d'une démocratie, construction avec les citoyens, c'est d'être exemplaire dans la représentation. Il y a donc 2 choses qui doivent nous interpeller et que nous partageons. C'est d'abord l'éthique de l'action publique et ensuite un autre rapport au pouvoir. L'éthique de l'action publique, je note 3 choses qui me paraissent essentielles, mais encore faut-il le dire. L'intégrité. Et quand je vois que Balkany est réélu par ses habitants, on peut s'interroger. Non mais c'est vrai. Il y a pas, c'est incroyable, quoi. Et on arrive à une situation incroyable. Donc je suis obligé de dire quand même l'intégrité. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure avec Gérard, c'est le parler vrai. Ça renvoie au courage politique. Courage politique, Jaurès disait, le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Voilà, c'est ça le courage. Eh bien, le parler vrai.
quoi qu'il nous en coûte, le parler vrai. Et au début d'une séquence, parlons vrai. Si on raconte des bobards aux gens, ça ne pourra pas marcher. Troisième chose, c'est la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et faire ce qu'on dit. Moi, je n'irais pas partout en France si je ne pouvais pas, aujourd'hui, à l'issue presque du 5e mandat, dire, comme Gérard a pu le dire, que j'ai toujours dit ce qu'on faisait et on a toujours fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc ça commence par ça. Ça commence par ça. Et le deuxième élément de l'état d'esprit, c'est un rapport fait de sobriété au pouvoir. Alors, moi, j'en ai fait des inaugurations, j'ai couru les associations, les communes de mon canton, enfin, super présent, comme on dit, proximité, comme on dit, qui est un mot ambigu. Parce que proximité, ça peut être aussi du clientélisme. Eh bien, il y a 3 choses que j'ai complètement changées. Longtemps, j'ai fait les vœux du maire, mais dans une volonté d'en faire un grand moment. Avec un concert, avec des petits fours, avec un discours construit. Mon épouse me disait pendant les vacances de Noël, mais qu'est-ce que tu passes ton temps à écrire? Et elle m'a dit il y a quelques années, à ton avis, les gens ils viennent si nombreux, 1000 personnes dans la salle pour 13 000 habitants, ils viennent pour les petits fours ou pour le discours? Et la réponse, évidemment, est dans la question. Et là, je me suis dit, c'est vrai, en plus, tu ne vas pas faire un discours pour dire de mal de ce que tu fais, donc on fait dans l'autosatisfaction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il y a peut-être des maires qui font des vœux du maire, mais moi, je ne peux plus le faire, parce que, du coup, les vœux du maire deviennent les vœux de Kingersheim. Dehors, avec un grand spectacle extérieur, 5 minutes de discours sur le sens, avec l'apéro qui est préparé par les arboriculteurs, enfin un peu plus de sobriété, notamment lorsqu'on a voulu décliner, je reviens dans quelques instants, le pacte civique au niveau de la commune. Deuxième chose importante, j'en ai fait des inaugurations, des coupées de ruban. Mais regardez aujourd'hui les coupées de ruban. Ceux qui portent les projets, les élus locaux, vous avez à peine la place pour être sur la photo. Vous avez le sénateur du coin qui n'en a rien à cirer et qui n'y est pour rien. Le député, quand il y avait encore une cognotte, il pouvait le faire. Le conseil régional, il y a même 20%, le conseil 7%, le conseil général 20% quand il a encore des sous, et l'élu local, l'élu communautaire et l'élu local, il essaie de se faufiler pour porter le ruban. Ce ruban, chacun le sait, il pèse des tonnes, puisqu'il faut tous ces élus pour le porter. Moi, je pense que c'est une image qui n'est plus celle de la réalité de notre engagement. Et donc, à la place des coupées de ruban, on fait des temps d'appropriation. Lorsqu'on a ouvert le parc des Gravières au cœur de la ville, 8 hectares, on n'a pas fait de coupée de ruban, c'est la sortie des classes, le premier jour des vacances, que les gamins ont pris possession avec les personnes âgées, c'est un parc intergénérationnel de ce lieu. Temps d'appropriation. Ça se prépare, ça fait partie d'une séquence démocratique. Donc voilà quelques éléments. Et autre élément important, l'égalité, j'en parlais tout à l'heure. Les gens, honnêtement, on le voit tous dans nos villages, dans nos communes, ils ne demandent pas la lune. Ils demandent juste de la transparence, pas d'opacité, pas de clientélisme. Et quand je remplace le personnel technique qui part en vacances pendant l'été, eh bien, je ne fais pas comme d'autres. Depuis le début, on fait un tirage au sort pour définir qui des candidats sont retenus. En vertu de quoi, pour les 100 candidats, je choisis 34 postes, 35 postes ou 40 postes. Eh bien, à la Maison de la Citoyenneté, les jeunes sont accompagnés par leurs parents. J'en ai la chair de poule quand j'en parle. J'ai vu des parents pleurer. J'ai vu des parents de Mohamed, qui n'auraient jamais été retenus nulle part ailleurs, qui avaient le même droit que Joseph, c'est mon prénom, ou que d'autres. Et que cette égalité, elle est dans les faits, dans les réalités. Et je pense que ces moments-là valent plus que tous les équipements publics que j'ai pu faire pour la légitimité de l'action publique. Et ça, c'est des petites choses. Parce qu'il y en a marre de tenir le discours de l'égalité, de la fraternité le 8 mai et le 11 novembre et de ne pas l'appliquer quand on est en responsabilité. C'est la première balise. La deuxième balise, je me suis rendu compte qu'on a des lieux pour toutes les activités humaines. Les écoles pour apprendre, les usines pour produire, des stades remarquables, des lieux culturels, et on n'a que la petite salle du conseil municipal pour permettre aux habitants de peut-être à la fin de la séance poser une question ou de squatter des salles mal insonorisées dans les quartiers, etc. Et donc j'ai décidé de dédier un lieu aux pratiques démocratiques. C'est la Maison de la Citoyenneté que nous avons construite en 2004. Cette Maison de la Citoyenneté, c'est le lieu autant des citoyens que des élus. Elle est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. C'est le lieu de pratique démocratique. Et quand la démocratie ne se pratique pas, eh bien, elle se meurt. Et ce n'est pas que le jour des élections que la démocratie s'exprime. Et cette maison, c'est la maison où s'expriment, s'épanouissent les 3 fonctions dont je parlais,
la délibération, il y a des temps de débat public, des temps de co-construction avec les conseils participatifs, les conférences de consensus et d'autres outils dont je vais parler. Et puis c'est là le conseil municipal prend des décisions. C'est la salle aussi du conseil municipal. C'est aussi le lieu de 3 cultures démocratiques qui nous habitent, qui existent entre nous, qui sont caractéristiques de notre pays. Ces 3 cultures sont importantes. Elles s'ignorent et elles s'affrontent, ce qui fait que souvent notre pays n'est pas réformable. La première culture, c'est la culture de l'utopie, par extension du rêve, de la vision, du projet, de ce qui est à advenir. Cette culture de l'utopie, elle est vraie pour la personne que je suis, que vous êtes, elle est vraie pour le projet qui est le nôtre. Il faut construire un récit, une utopie. On a toujours une utopie qui devient réalité. La deuxième culture, c'est la culture de la résistance, de l'indignation, de la critique, du contre-pouvoir. Culture essentielle. Puis la troisième culture, c'est la culture de la régulation, de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Mais regardez, nous sommes un pays de spécialistes. Vous avez ceux qui sont dans l'utopie, qui vous font des super bouquins, mais qui n'auront jamais le début d'une expérience de pouvoir, de responsabilité. Vous avez ceux qui se plaisent à dire « j'irai jamais au gouvernement », mais qui sont des spécialistes de la résistance et de l'indignation, mais qui ne prendront jamais leurs responsabilités. Et puis vous avez ceux, dont je suis, et je m'excuse, c'est ma contradiction, qui de mandat en mandat, mais je pense que là-dessus on est resté sur les convictions, eh bien à force de durer, peuvent perdre le sens de l'utopie et le sens de la résistance. Et quel est ce rôle de l'élu quand il s'engage et de ne pas avoir encore une forme d'utopie et de ne pas pouvoir s'indigner? Eh bien, ces 3 cultures sont caractérisées par les 3 espaces de la maison de citoyenneté. Quand vous franchissez le parvis qui vient à la maison de citoyenneté, vous franchissez le parvis du résistant qui est mort, Jean Moulin. Vous passez par l'espace Jean Jaurès, culture de l'utopie, c'est aussi la salle des mariages, c'est aussi le lieu des travaux de table de discussion, et vous rentrez dans l'agora Pierre Mendès France. Et dans cet agora, il est construit pour que le débat se fasse dans de bonnes conditions, en cercle, et les élus responsables sont en bas, un peu comme ici. Vous avez 3 phrases qui signifient bien tout un travail de maturation de cette maison, celle d'Emmanuel Mounier, « La politique n'est pas tout, mais le politique est en tout ». Celle de Jean Jaurès, « Le courage, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal ». Celle de Pierre Mendès France, « Dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen ». Et puis celle remarquable de synthèse d'Hannah Arendt, « Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent ». Ces 4 réflexions, on essaie de les appliquer dans notre démarche de travail. Ça, c'est le lieu. C'est aussi le lieu de l'égalité démocratique, au sens où Rosan Vallon parlait de la société des égaux, de l'égalité, pas les égaux égotiques. Il disait en gros qu'il n'a rien à voir avec l'égalitarisme. C'est l'égalité démocratique, c'est reconnaître la parole singulière de chacun, c'est de construire la communalité, le commun, et entre les deux, c'est favoriser la réciprocité des échanges. Eh bien, tout ça, le bâtiment de la maison de citoyenneté, c'est évidemment un bâtiment, mais la maison de citoyenneté, c'est aussi un état d'esprit, c'est une forme, c'est une utopie, c'est un projet global. 3e balise. Contrairement à ce qu'on dit, le désir de participation n'est pas aussi évident que ça, et pas autant partagé que ça. Et vous avez des théoriciens qui pendant longtemps disaient que les gens attendent d'associer. Oui, parfois pour donner un avis en une fraction de seconde, un référendum ou un truc, mais pas forcément dans la durée. Dans une démocratie construction, qui nécessite un engagement, qui nécessite une charte d'engagement. Ça, c'est pas aussi évident que ça. Et puis, il y a même des gens qui pensent qu'ils n'ont pas à s'engager ou à participer puisqu'on a voté le maire, qui sont encore dans le réflexe de la délégation de pouvoir. Eh bien, pour régler ce problème-là, mais je ne dis pas qu'il est réglé, mais en tout cas, pour apporter une réponse, j'ai à peu près organisé, tous les 4-5 ans, avec le recul, c'est les Olympiades de la démocratie. C'est-à-dire mettre la question démocratique au cœur de la réflexion des habitants. La première, c'était en 98, c'était lors du 2e mandat, au milieu du 2e mandat. J'étais candidat aux législatives en 97, j'ai failli battre le candidat de droite dans une région compliquée chez nous.
Et quand j'allais dans les autres communes, ils disaient bon, on vous voit que pour les élections. Ça, c'est le genre de truc que je ne supportais pas. Surtout dans ma commune, on ne le disait pas. J'étais présent sur le terrain, dans mon canton aussi, mais dans les autres communes. Et je dis, c'est peut-être pas tort, les habitants. Et donc, symboliquement, j'ai décidé au milieu du mandat de faire le tour de la ville à pied, de mai 98 à septembre, avec un double objectif. Écouter les problèmes des gens, leurs préoccupations. Je les dictais. J'avais à peu près 100 personnes par demi-journée. C'était préparé, annoncé, informé. Toute la structure technique de la mairie était préparée. Je dictophonais tout, ça passait dans les services, c'était noté, et j'apportais les réponses aux 300 questions qui étaient posées. J'ai apporté une réponse à toutes les questions, même quand elles étaient négatives, pour expliquer que ce n'est pas possible. Mais voilà. Mais en contrepartie, je dis, écoutez, je me déplace, je sacrifie mes vacances, mais je souhaiterais que vous répondiez à un questionnaire parlons ensemble de notre ville. J'aimerais que vous consacriez en famille une demi-heure pour réfléchir au bien commun. Et ça, c'est important pour dire que ma démarche, ce n'est pas une démarche de proximité seulement pour se rapprocher des habitants, mais aussi inviter les habitants à se rapprocher de ce qui nous paraît important, c'est-à-dire le bien commun, à redécouvrir le commun. Vous voyez, la notion de cheminement, d'exigence, il est là. Eh bien, le fait d'avoir été rencontrer les gens de porte à porte, il y a des moments où j'ai pété les plombs parce qu'il y a des moments de chaleur, j'avais une piscine à la maison, comme d'autres d'ailleurs, j'avais plutôt envie de me baigner que de faire le tour de la ville à pied. Eh bien, parfois une ou deux fois j'ai pété les plombs d'ailleurs. Parfois les réactions des gens sont un peu compliquées. Eh bien, suite à cette démarche de proximité, 43% des gens ont répondu. Et on a fait une restitution ville, et non pas quartier, ville, vous êtes citoyen de la ville et pas seulement de votre quartier, 3 fois 300 personnes présentes, restitution sur les impôts, sur plein de choses. Et on a débattu. Et j'ai dit, écoutez, ce soir, vous ne parlerez plus de gendarmes couchés, de problèmes perso, il y a encore une boîte à idées, mais on parlera de culture, d'éducation, de sécurité, on parlera des choses de la ville. Donc ça a élevé le débat public. Ça, c'est en 98. En 2004, et là, la maturation s'est faite, nous avons lancé les états généraux permanents de la démocratie. Ce qui est important, c'est la permanence, c'est-à-dire que la démocratie, elle est continue, elle est permanente. Et c'est l'idée de permettre de dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, mais qu'elle naît au sens de la naissance. C'est un thème très proche d'Hannah Arendt sur le pouvoir commencer. Voilà, dès qu'il y a un sujet, eh bien, la démocratie naît quand on s'en occupe. Ce n'est pas un état, la démocratie, c'est une vie. Et donc, l'idée, c'est de permettre à chacun qui le souhaite, et on est très loin du but, bien sûr, d'englober tous les habitants, il y a beaucoup de freins, mais il faut tenter, il faut semer, eh bien, de dire que chacun doit pouvoir être copropriétaire de l'intérêt général pour être coproducteur de la décision. Et là, les États généraux permanents de la démocratie, c'est fait par téléphone. J'ai enregistré un message adressé le même soir à tous les habitants en disant, voilà, dans quelques jours, vous aurez un Kingersheim magazine spécial sous forme de roman photo, qu'on a fait en interne, et qui vous interroge sur la grammaire démocratique que vous souhaitez développer dans la ville. Est-ce que vous voulez plus de réunions de quartier? Est-ce que vous voulez plus de l'information, de dialogue, de débat, de collaboration, etc. Et pareil, parce qu'on a sollicité tout le monde, 43%, les gens qui ont fait ce travail avec nous étaient sciés, parce que d'habitude, il y a 4%, 5%, 10% de réponses, 43% de réponses. Et donc, on a pu travailler sur une grammaire démocratique sur la base de laquelle nous avons travaillé. Avec aussi le courage politique, un mot de dire, et des choses que je ne ferai pas. Par exemple, diminuer le prix de l'eau. Je dis que l'eau, c'est, en plus, on a une régie eau, c'est toute dépense, c'est pas dans le profit, ça va dans l'amélioration des réseaux d'eau, etc. Donc on a dit clairement, les réunions de quartier, j'ai dit non, je ne veux plus, parce que ce n'est pas la conception qu'on peut avoir de la co-responsabilité. Puis ensuite, en 2011, on a essayé, je suis cofondateur d'un pacte qu'on a défini au niveau national, qui s'appelle le pacte civique. Ce pacte civique, qui est construit par des associations de second degré, dit en réalité qu'il n'y a pas de transformation durable sans transformation collective et transformation personnelle. C'est-à-dire que c'est l'engagement de tous. Et qu'on ne peut pas construire une société sans qu'elle soit créatrice de sens, de sobriété, de justice, de fraternité. Une fois qu'on a sorti ce document, j'ai souhaité le décliner au niveau de la commune. On a organisé des forums ouverts, on a squatté le hangar, qui est une grande salle, pas de spectacle, mais de loisirs. Et on a travaillé sur un forum ouvert pour réfléchir avec les gens comment faire notre ville une ville désirable pour tous et par tous. C'était le pacte civique. Je pourrais vous lire la première délibération qu'on a prise. D'ailleurs, j'entame toujours une séquence démocratique par une délibération devant la représentation communale. Je ne contourne jamais la représentation communale. Ça a du sens de demander une validation
aux élus municipaux sur les séquences qu'on ouvrait. C'est important. Ensuite, pour aller plus vite, en 2015, je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait, malgré les efforts qu'on fait, c'est toujours les mêmes. C'est les TLM. Toujours les mêmes. Et souvent, ceux qui ont le temps, les retraités, mais qui ne représentent pas toute la société. Et donc, on a essayé, là aussi, on est reparti dans les quartiers avec des citoyens engagés qu'on appellera les agoracteurs, puisque la démarche c'était Agora 15-20, débat 2015-2020, et on a sollicité des habitants plutôt non pas de décider ensemble, mais de faire des choses ensemble. 20 projets, et laisser ouvert aux habitants. Nous avons voulu rencontrer ce qu'on appelle les invisibles. Nous avons voulu créer la formation des agoracteurs pour qu'ils puissent animer les débats publics. On a créé en même temps un conseil communal de la démocratie qui valide, qui anime, qui impulse les séquences démocratiques. Ce n'est pas dans le bureau du maire seulement que ça se passe. Samedi matin, au retour de Bordeaux, parce que demain j'ai une intervention demain matin, eh bien, samedi matin, on a un conseil communal de démocratie, 30 habitants, 9 élus et des responsables du monde associatif pour voir ensemble, faire le point sur les séquences démocratiques, impulser de nouvelles, évaluer le processus. Donc c'est quelque chose de tout à fait original et qui est important et qui était accompagné par une charte de renouveau démocratique. Je vais peut-être la résumer en 5 points. Pratiquer davantage la démocratie dans l'intervalle des élections que pour les seules élections. Deuxièmement, il fait préférer associer les citoyens ou toutes les ressources de sens au processus de décision plutôt que de se complaire dans l'entre-soi des élus de la posture et des clivages partisans souvent artificiels. Donc, associer les citoyens. Ça permet d'ailleurs non pas de dépolitiser, mais d'être plus dans la politique politicienne et donner du sens aux politiques. Troisièmement, ça c'est évidemment très exigeant, je parle de démocratie exigeante, c'est vouloir fertiliser les points de vue différents plutôt que de se complaire tout le temps dans les affrontements stériles et systématiques. Comment fertiliser les points de vue différents? Comment construire, mettre sur la table des désaccords pour construire des accords en 2 mots? Comment construire des compromis dynamiques? C'est excessivement compliqué, ça ne peut se faire que par l'intelligence collective. 4e élément, promouvoir le pouvoir d'agir, les Anglais parlent d'empowerment, plutôt qu'une démocratie providentielle dont je parlais, qui se nourrit tout à la fois de la délégation de pouvoir permanente et de l'individualisme. Et dernier principe, très important, s'inscrire dans une éthique de la discussion. Apprendre et du dialogue, apprendre à écouter, apprendre à se parler, apprendre à parler vrai, apprendre pour les politiques que nous sommes à susciter scrupuleusement l'élévation du débat public. Voilà pour les temps forts. Le dernier élément, c'est important peut-être pour votre information, on a remplacé les réunions de quartier à l'époque par des diagnostics en marchant, donc cheminer ensemble pour voir ce qui ne va pas et pour construire ensemble des solutions. Et puis ce printemps et cet été, nous avons organisé 10 rencontres en quartier, sur 10 secteurs différents. C'est des rencontres en quartier avec l'objectif, double objectif. Un mot d'introduction, bien sûr, et donner aux habitants, en table de discussion, une douzaine de personnes, pas plus, avec un élu qui était là juste comme maître du temps, pour donner les informations que les gens n'ont pas et pour rendre compte de ce qui se dit, un collaborateur qui a été formé à l'animation de débats publics et un habitant qui a été formé aussi pour animer la réunion. 2 temps forts. Premier temps, 3 quarts d'heure, dites ce qui ne va pas dans votre rue, dans votre quartier, dans votre commune. On ne fera jamais de la co-construction si on ne part pas de ce qui ne va pas chez les gens. Et donc, vous remplissez d'abord, à travers les post-it et ce que vous dites, le cahier de doléances. On l'a dans la mairie. Le cahier de doléances, il est rempli. En gros, 40%, c'est le problème de circulation, de stationnement, et qui tient aux incivilités. Deuxièmement, la ville, ce n'est pas que des équipements, ce n'est pas que des problèmes, c'est aussi la bienveillance. J'aimerais que vous remplissiez le cahier de bienveillance. Vous êtes témoin, vous êtes acteur, vous êtes bénéficiaire de bienveillance, dites-le. Alors ça a été mal compris, souvent pour les gens, ils pensaient que la ville bienveillante. Du coup, ils ont fait un diagnostic bilan dont elle est plutôt sortie fière parce qu'ils ont sorti des trucs qu'on n'imaginait pas, ils étaient contents d'eux. Mais ce n'était pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'est que les gens disent voilà, moi je suis voisin bienveillant, pas voisin vigilant, voisin bienveillant avec les habitants. Moi je donne du temps de l'association pour capitaliser ce qui se fait bien dans une commune. J'en ai marre de la désespérance entretenue par la presse, par l'incapacité. Non, il faut donner de l'enthousiasme, il y a des choses bonnes qui se font et on ne le dit jamais. On ne le dit jamais, il faut créer et ça ne rapporte rien. Donc ça, c'était la 3e balise. La 4e, et c'est le principe de base, il n'y a pas un projet
structurant, mais aujourd'hui quasiment tous les projets, mise en agenda par l'équipe municipale dans le cadre du contrat municipal sur la base duquel il était élu, ou mise en agenda par des habitants qui pétitionnent, qui ne fassent pas l'objet d'une séquence démocratique. Et toute séquence démocratique commence par l'information à celles et ceux qui sont concernés, en n'oubliant personne, donc ce travail. Donc il faut une équipe projet qui est toujours constituée d'un élu référent, d'un collaborateur référent et de 3 habitants engagés. Ça, c'est l'équipe projet qui prépare la séquence, qui réfléchit au sens, et qui réfléchit à la méthode. Et donc, information, première réunion, débat, mettre sur la table les peurs, les inquiétudes, les gens ont peur des changements. C'est la force motrice la plus dingue. Si vous voulez un changement, et les freins moteurs, c'est la peur. Donc, comment préparer tout cela et donc, cette séquence, quels outils utiliser? Conférence de consensus, jury citoyen, conseil participatif qu'on a inventé à Kingersheim, j'y reviendrai de quelques instants, et comment le proposer ensuite au conseil municipal. Ça, c'est le principe. J'ai demandé aux adjoints et aux élus et aux collaborateurs que cette séquence soit toujours enrichie de toute la grammaire démocratique. Cette grammaire, elle se décline en 5 points. Être capable d'informer et donner du sens, et auparavant de consulter et d'écouter, se mettre à l'écoute. 2 choses. Deuxièmement, mettre en débat. N'oubliez pas de mettre en débat. Troisièmement, trouver l'outil le plus adapté pour co-construire les solutions. Quatrièmement, n'oubliez jamais que l'engagement n'est pas seulement communal, mais aussi personnel. Ça, c'est la grammaire sur laquelle nous voulons travailler. Alors, il y a du temps, l'équipe municipale est en phase, les collaborateurs aussi, le DGS, le DST, le directeur de services techniques, qui pourraient faire la conférence à ma place. On doit encore travailler sur le pouvoir intermédiaire. Mais par exemple, on a un assemblée générale du personnel, j'ai dit au personnel, je veux que ce soit ascendant. Faites monter les choses, ils ont un savoir-faire, ils font des trucs incroyables, ils ont une expertise d'usage que je n'ai pas. Comment le voulez que je décide à la place, ils font le centre technique municipal, c'est eux-mêmes qui l'ont imaginé. Nous, on met en place des budgets, c'est eux qui l'ont construit, le centre technique municipal, qui l'ont amélioré. C'est leur affaire, c'est tellement évident. Donc voilà, donc cette séquence, pour nous, c'est important. Et dernier élément sur la séquence démocratique, je l'ai dit en entrée de jeu, il faut que la séquence démocratique ait un impact réel sur l'aspect décisionnaire. Et donc maintenant, je suspends systématiquement le conseil municipal, la séance du conseil municipal. Les adjoints acceptent de se remettre en retrait quelques minutes pour laisser la place aux représentants des différents collèges des conseils participatifs pour décliner ce sur quoi ils ont débattu après tant de mois de travail, de réflexion, de concertation. C'était la 4e balise. La 5e, il faut travailler sur des outils adaptés. Je pourrais parler du jury citoyen qu'on a utilisé pour des conditions, on peut en rappeler tout à l'heure, diagnostic en marchant, forum ouvert, plein de conférences de consensus. Ce que nous avons inventé à Kingersheim, par essai-erreur, c'est les conseils participatifs. Ce n'est pas ingénieux en matière de dénomination, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Ces conseils participatifs, ils se mettent en œuvre de plein pied, le temps qu'il faut, et ils rassemblent toutes les ressources nécessaires. En gros, collège d'habitants, volontaires et ou tirés au sort, collège des élus, et le collège des partenaires extérieurs, des experts, des organisations, en résumé, en fait, toutes les ressources importantes. Ça, c'est la composition. La philosophie, je dis, vous avez le temps, carte blanche, de travailler sur le sujet, de fertiliser les points de vue, de vous engueuler le temps qu'il faut, mais fertiliser les points de vue pour trouver des compromis, des propositions qui soient l'objet de compromis. J'ai trouvé 6 conditions de réussite pour que ça fonctionne, et c'est important pour vraiment que la démocratie de représentation et la démocratie de participation s'articulent, que l'esprit de la République habite la démocratie construction. La première condition, il faut que la base démocratique soit la plus large possible. N'oubliez jamais celles et ceux qui sont concernés. Il ne faut pas oublier personne. Deuxièmement, il faut réfléchir à la représentativité. Quand je disais qu'il y a souvent les TLM, toujours les mêmes, eh bien, il faut faire du tirage au sort. 40% du collège des habitants, c'est tiré au sort. Sur les 6 personnes tirées au sort, 1 personne accepte de participer. On pourra dans le débat expliquer pourquoi et plein de raisons. 3e condition de réussite, il n'y a pas de séquence qui démarre sans un minimum de formation. Il faut qu'au début de la séquence, il faut qu'il y ait le même niveau de compréhension et le même sens des mots. Sinon, on va sur des ambiguïtés. Et un exemple, quand on a invité les habitants et tous les experts à la révision du plan local d'urbanisme, eh bien, vous imaginez bien que s'il n'y a pas un minimum de formation, on va dans l'addition des constructions de maisons, on va artificialiser les terres, etc. Donc, c'est important de dire d'abord la parole du politique, elle était simple en une phrase.
On va réviser le plan local d'urbanisme de notre commune et je veux qu'on considère que notre commune est un coin de la planète. Quand j'ai dit ça, on élève le débat public, on se réfère aux accords de Kyoto, facteur 4, on se réfère à la loi de transition énergétique à l'époque, au Grenelle de l'environnement, on se réfère au schéma de cohérence territoriale, à la loi SRU, au PLH, et on dit des mots simples. On détechnocratise les mots pour dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et à partir de là, deux soirées de formation. La deuxième, sur la question de la densité. Tous les élus savent que chaque fois que vous avez un projet de construction de petit immeuble, vous avez la révolution dans le palais. Parce que les gens ont peur de la maison qui cache, etc. Eh bien, l'explication, on a avancé ensemble en disant qu'il faut trouver l'équilibre pour une densité, pour éviter l'artificialisation des terres, équilibre entre le besoin de logement et le désir d'environnement. Dernière condition de réussite, il faut que ce qu'on dit, il n'y a pas de haute qualité démocratique à 300 personnes. Donc un conseil participatif, au maximum, c'est 80 personnes. Et donc, si on ne veut pas qu'on devienne tous des spécialistes, il faut restituer en temps réel des décisions intermédiaires, de telle sorte que les gens qui suivent par le numérique puissent le faire, que le citoyen qui va être citoyen à 2 h du matin puisse s'informer par Internet des retombées. C'était la 5e balise. La dernière, c'est que tout ça a été conçu pour mieux décider ensemble. Il y a un autre sujet, c'est le deuxième acte important, comment permettre, comment susciter, encourager, accompagner le pouvoir d'agir des citoyens. Comment faire en sorte qu'ils puissent s'engager. Et donc là, nous avons créé, avec les États généraux permanents de démocratie, un fonds d'initiative citoyenne qui est un peu le précurseur des budgets participatifs. À chaque fois, je dis, vous êtes à 2, 3, 4, 10 à avoir un projet, la ville vient vous aider. Aujourd'hui, le FIC, il représente 5% de budget d'investissement. Le FIC représente le budget d'interpellation qui est fait suite aux rencontres en quartier. Donc, j'ai dit aux habitants, vous allez faire le budget des 2-3 prochaines années. Voilà. Et le FIC est là aussi pour permettre un appel à projet pour des gens qui veulent faire des choses ensemble. Donc, c'est un peu un budget participatif, mais on a gardé le sens du fonds d'initiative citoyenne. On a aussi des réseaux d'échanges réciproques de savoir. Nous avons soutenu, par exemple, 2 projets importants, 2 associations, l'une éco-citoyenne proche de Pierre Rabhi, qui a souhaité squatter un bâtiment communal que nous avons préempté. Il y a un grand débat à la municipalité, je dis il faut le faire. C'est une association qui a des tripes, on sent quelque chose qui est important. Ils ont squatté ce lieu pour faire un marché paysan pendant 2 ans, puis finalement ce qui devait arriver est arrivé, et ils ont souhaité qu'on réhabite le bâtiment, on l'a fait avec eux. 1,5 million de budget, avec comme des subventions, mais que je n'avais pas prévu dans le contrat municipal. Donc, grosse discussion au sein de la municipalité. Aujourd'hui, ce bâtiment est rénové. C'est un restaurant bio, avec une épicerie bio, alimenté par un jardin partagé qu'on a mis à disposition, avec 17 emplois à la clé, une réussite fantastique. C'est devenu un resto d'agglomération quasiment. Voilà. Deuxième élément, on vient de mettre un ancien bâtiment communal à disposition d'une association pour faire un Eco-Fab Lab, de recyclage, de convivialité, de voir comment on peut réparer et éviter l'obsolescence programmée. Voilà. Et donc, c'est des sujets très importants. Le poumon vert, comment articuler le parc des Gravières de 8 hectares avec la zone des étangs. Il y a un groupe de 60 personnes qui a travaillé là-dessus. Partir de la proposition d'une association de culte musulman, de construire avec eux, non pas le projet sur leur projet, mais de réfléchir et de mettre ça sur la place publique avec un périmètre démocratique en disant que dans ma commune, je considère que chaque religion doit être traitée dignement et donc sans dépenser de l'argent, sans qu'il y ait de l'argent de l'extérieur, donc fixer le périmètre. Et c'est avec cette association qu'on a construit, dans un contexte complètement différent, mais je pense qu'il faut sortir du silence pour sortir des amalgames et pour construire la République ensemble. Et un des thèmes, c'est communauté et République. Comment on peut faire le nous communautaire, mais comment donner, toutes les communautés doivent faire cet effort de faire société au-delà des communautés. Comment je passe du jeu à l'aspect communautaire, et comment de l'aspect communautaire, je fais société. Qu'on soit musulman, catholique, pas croyant, etc. Comment je fais société. C'est la laïcité. Voilà. Et donc, tout cela dans un travail interactif, avec une équipe qui a évidemment qui suit. Il a fallu aussi beaucoup convaincre. On avait des gens de gauche plutôt républicanistes, plutôt souvent peur du contact. C'est un élément important, psychologique, que je peux le comprendre, parce que les gens souvent sont terribles dans ces trucs-là. Les collaborateurs ont pleinement joué le jeu.
Mais je voudrais terminer par une phrase qui résume un peu mon état d'esprit et qui est sans doute peut-être de l'ordre, peut-être utopique, mais en même temps quelque chose qui me porte. Vous avez compris que la démocratie construction que j'ai présentée n'est pas autre chose que le pari un peu fou d'une démocratie de fraternité. J'inviterai très prochainement Abdenour Bidar à Kingersheim. Elle invite à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, tout est lié, tout est donné, tout est fragile et tout est politique. Merci de m'avoir écouté.